Les antibiotiques sont souvent décrits comme des clés très spécifiques pour des serrures bactériennes. Mais que se passe-t-il quand la plus grande famille de clés, la plus utilisée au monde, est dans une course-poursuite permanente avec des serrures qui n'arrêtent pas de changer? Aujourd'hui, on plonge au cœur de la famille reine des antibiotiques, les bêta-lactames. L'objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça, de comprendre ce qu'elles sont, comment elles fonctionnent et pourquoi il y a cette armée de molécules, des pénicillines au carbapénème, l'artillerie lourde. C'est vraiment ça, c'est la pierre angulaire de toute l'antibiothérapie moderne, que ce soit en ville, à l'hôpital, elles sont partout. Et le plus fascinant, c'est que toutes ces molécules, même si elles paraissent très différentes, partagent une structure chimique commune, ce fameux cycle bêta-lactame. C'est un peu le cœur du réacteur, c'est ce qui leur donne tout leur pouvoir. Mais, et c'est tout le paradoxe, c'est aussi leur plus grande faiblesse. Leur talon d'Achille. Exactement. Toute l'histoire de ces médicaments, c'est une lutte constante pour protéger ce cycle. D'accord. Alors avant de se lancer dans cette saga familiale, revenons au mécanisme de base. Comment une si petite molécule arrive à littéralement détruire une bactérie? Alors, le mécanisme il est d'une élégance incroyable. On le qualifie de bactéricide, parce qu'à la fin, la bactérie, elle éclate. Il y a une lyse. La cible de ces antibiotiques, ce sont des protéines de la bactérie qu'on appelle les PLP. Les protéines de liaison des pénicillines. C'est ça. Et ces PLP, il faut les voir comme des ouvrières, des bâtisseuses. Elles sont essentielles pour construire la paroi de la bactérie. Et plus particulièrement, un composant vital, le peptidoglycane. Les briques et le ciment de la bactérie, en somme. C'est l'image parfaite. J'imagine que ce mur d'enceinte, il n'est pas le même pour toutes les bactéries. C'est là qu'intervient la fameuse distinction gram positif, gram négatif. Dans les sources, ça m'a fait penser à la différence entre une forteresse et un château fort. C'est exactement ça. Il y a une illustration dans les documents qui le montre très bien. La bactérie à gram positive, elle a une épaisse muraille de peptidoglycane qui est très exposée. Donc la cible est facile d'accès. La forteresse. Voilà, alors que la gram négative, c'est le château fort. Sa couche de peptidoglycane est bien plus fine, mais elle est protégée par une deuxième muraille, une membrane externe. Ah oui. Et pour l'antibiotique, c'est beaucoup plus compliqué de passer. D'accord. Admettons que notre antibiotique ait réussi à franchir les défenses et à atteindre sa cible, la PLP. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment on passe d'une simple liaison à l'explosion de la bactérie? C'est une réaction en chaîne en fait. L'antibiotique se lie à la PLP et la bloque. C'est comme si on menottait l'ouvrière. Conséquence immédiate, tac, le chantier s'arrête. La synthèse du peptidoglycane est stoppée net. La bactérie ne peut plus construire son mur. Donc, à ce stade, on l'a juste empêché de grandir. On ne l'a pas encore tué. Précisément, c'est ce qu'on appelle l'effet bactériostatique. Mais le coup de grâce arrive juste après. Le blocage de la construction, ça provoque un chaos total dans la régulation d'autres enzymes, les autolysines. Normalement, leur rôle, c'est de remodeler la paroi. Mais là, sans contre-pouvoir, elles se déchaînent. Elles se mettent à la découper sans retenue. Ah, elles détruisent le mur de l'intérieur. C'est ça. Le mur s'effondre, la bactérie ne peut plus contenir sa pression interne et elle éclate. elle éclate. C'est l'effet bactéricide final. En préparant notre discussion, il y a un graphique qui m'a vraiment interpellée. Il compare les bêta-lactamines aux aminosides sur un concept d'action temps dépendant. Ça change radicalement la façon de les utiliser, non? C'est une notion de pharmacodynamie qui est absolument centrale. Ce graphique montre très bien que pour une bêta-lactamine, ce qui compte, ce n'est pas d'atteindre un pic de concentration très élevé. Ce qui est crucial, c'est la durée pendant laquelle sa concentration reste au-dessus d'un seuil critique. On l'appelle la CMI, la concentration minimale inhibitrice. D'accord. Plus ce temps est long, plus l'effet est grand. C'est l'endurance qui prime sur la force brute, si on veut. Contrairement aux aminosides qui sont concentration dépendants, où là, pour le coup, c'est le pic qui compte. Tout à fait. Même s'il est bref, et l'implication en pratique, elle est énorme. C'est pour ça que pour les bêta-lactamines, on va souvent donner plusieurs doses par jour. Pour toujours rester au-dessus de la ligne. Exactement. Le but, c'est qu'au moment où la concentration commence à baisser, hop, une nouvelle dose la fasse remonter. Et dans les cas graves, à l'hôpital, on va même jusqu'à la perfusion continue pour maximiser ce fameux temps au-dessus de la CMI. C'est très clair. Alors, plongeons dans cette saga familiale. Commençons par les pionnières, celles par qui tout est arrivé. Les pénicillines. Pourquoi cette prolifération? Mais en fait, toutes les pénicillines partagent le même squelette, le noyau 6-aminopénicillanique.
Toute la magie de la chimie a consisté à greffer des chaînes différentes sur ce squelette, ce qu'on appelle le radical R. Et en changeant juste ce petit bout de molécule, on a réussi à faire 3 choses. D'abord, améliorer leur comportement dans l'organisme. Par exemple, rendre une molécule absorbable par la bouche alors que l'original devait être injecté. Et les 2 autres, qui sont au cœur de la course à l'armement dont on parlait? Oui, absolument. Le deuxième objectif, c'était d'élargir le spectre d'action. Les premières pénicillines, elles étaient surtout efficaces contre les grammes positifs. En modifiant le radical, on a pu les faire entrer dans les châteaux forts des grammes négatifs. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, on a cherché à protéger la molécule contre les défenses des bactéries. Contre leurs enzymes de destruction, les pénicillinases. Voilà, contre les fameuses pénicillinases. Parlons du modèle originel, les pénicillines G et V. Les ancêtres. La pénicilline G, c'est la molécule historique. Spectre étroit, elle reste les cocciagrammes positifs, comme les streptocoques. Elle reste d'ailleurs le traitement de référence pour la syphilis. Mais elle est très vulnérable aux pénicillinases. La V, c'est sa version orale, très utilisée pour les angines à streptocoque. Leur limite, c'est leur mauvaise diffusion dans certains sanctuaires, comme le cerveau ou l'os. Et à peine cette première arme découverte, les bactéries ont commencé à riposter. C'est là qu'intervient le groupe M. Avec l'oxacilline, on est déjà dans la contre-attaque. On est en plein dedans. Très vite, des bactéries comme le staphylocoque ont appris à produire une pénicillinase qui découpait la pénicilline G. La réponse des chimistes a été de créer les pénicillines du groupe M. Leur radical R est très volumineux. Il forme une sorte de bouclier. Une protection physique. C'est ça. Ça empêche l'enzyme de la bactérie d'accéder au cyclobêta-lactame. Du coup, elles sont devenues l'arme anti-staphylocoque par excellence, pour les infections de la peau, des os. C'est fascinant. On voit la recherche avancer en répondant coup pour coup. Mais l'antibiotique que tout le monde connaît, l'amoxicilline, on ne l'associe pas à une bactérie si spécifique. Qu'est-ce qui l'a rendue si universelle? C'est le groupe A, les aminopénicillines. Leur grande innovation, c'est l'élargissement majeur du spectre vers les bactéries à grammes négatifs. Elles sont beaucoup plus polyvalentes. Et il y a un détail dans les sources qui explique le succès de l'amoxicilline par rapport à sa cousine, l'ampicilline. Par voie orale, l'absorption de l'amoxicilline est de 93%, Ah oui, contre seulement 40% pour l'ampicilline. la différence est énorme. La quasi-totalité du médicament passe dans le sang. Et c'est purement une question d'efficacité. Quand on prend un comprimé, on veut que le maximum de produits soit utile. C'est ce détail technique qui fait que l'amoxicilline est devenue la star. Et pour finir avec les pénicillines, on a l'artillerie lourde, réservée à l'hôpital. Oui, les carboxypénicillines, comme la ticarcilline, et surtout les uréidopénicillines, comme la piperacilline. Celles-là, elles ont été conçues pour le champ de bataille hospitalier, pour s'attaquer à des germes multirésistants, notamment le redoutable Pseudomonas aeruginosa. On les trouve d'ailleurs presque toujours associés à des gardes du corps, des inhibiteurs. On y reviendra. D'accord, donc les pénicillines évoluent, mais en parallèle, une autre immense famille a vu le jour, les céphalosporines. L'approche est différente, on ne parle plus de groupe mais de génération. C'est une autre façon de raconter l'histoire, oui. Le concept de génération traduit une évolution stratégique du spectre. La règle générale, c'est que plus on monte dans les générations, plus on gagne en efficacité contre les bacilles à grammes négatifs. Mais on perd un peu sur les grammes positifs. On peut perdre un peu de l'activité initiale des premières générations, oui. Leur grand avantage structurel, c'est une meilleure stabilité face à beaucoup de bêta-lactamases. Faisons un tour rapide de ces générations. La première, la C1G. Les C1G, comme la céphalexine, sont excellentes sur les grammes positifs, staphylocoque, streptocoque. Très utiles pour les infections cutanées. Mais elles ne vont pas dans le cerveau. Les C2G, comme la céfuroxime, sont une amélioration. Elles résistent mieux à certaines enzymes, leur spectre s'élargit un peu vers les grammes négatifs, on les utilise dans certaines affections ORL ou pulmonaires. Et là, avec les C3G, on change de dimension. Les sources insistent beaucoup sur leur capacité à atteindre le cerveau. C'est un tournant majeur. Des molécules comme la ceftriaxone ou le céfotaxime traversent la barrière hémato-encéphalique. Et ça veut dire qu'elles peuvent traiter des infections gravissimes comme les méningites bactériennes. C'est un progrès thérapeutique colossal. Absolument. Elles sont aussi très puissantes contre les entérobactéries. L'escalade continue avec les C4G et C5G. On cherche à couvrir des résistances de plus en plus complexes, j'imagine. C'est exactement l'idée. La C4G, avec le cefepime, a été conçue pour être active sur des bactéries devenues résistantes au C3G. Et elle élargit son spectre à Pseudomonas.
Et puis, la C5G, la plus récente, c'est presque une surprise. La ceftaroline réussit un exploit. Elle est active sur le fameux SARM, le staphylocoque doré résistant à la méticilline. Un ennemi qu'on pensait inaccessible à presque toutes les bêta-lactamines. C'est une vraie prouesse. On sent une complexification croissante. Après les pénicillines spécialisées, les générations de céphalosporines, on arrive à ce que les sources appellent les armes de dernier recours, les carbapénèmes. Oui, là on entre dans la réserve stratégique. L'imipénème, le méropénème, ce sont des molécules avec un spectre d'activité extraordinairement large. Grammes positifs, grammes négatifs, anaérobie, presque rien ne leur échappe. Et elles sont d'une stabilité remarquable. C'est pour cette raison que leur usage est drastiquement contrôlé. C'est notre dernière ligne de défense. Il faut la préserver. Et au milieu de toutes ces familles, il y a un électron libre, les monobactames, avec une seule molécule, l'astréonam. Quel est son rôle? C'est un cas vraiment à part. Son spectre est, à l'inverse, ultra spécifique. Il ne cible que les bactéries à grammes négatifs aérobies. Rien d'autre? Rien d'autre. Aucune action sur les grammes positifs ou les anaérobies. Ça peut paraître un défaut, mais en fait c'est une force. Son avantage absolument unique et irremplaçable, c'est l'absence d'allergie croisée avec les autres bêta-lactamines. Ah, d'accord. Pour un patient allergique à la pénicilline qui fait une infection grave à un germe gram négatif, l'astréonam est une option vitale. On a mentionné plusieurs fois ces enzymes, les bêta-lactamases, comme l'arme principale des bactéries. La chimie a trouvé une parade, en donnant un garde du corps à l'antibiotique. C'est une stratégie brillante, celle du bouclier. Le problème est simple. La bactérie produit une enzyme qui casse le cycle de l'antibiotique et le désactive. L'idée, ça a été d'associer à l'antibiotique une deuxième molécule, un inhibiteur, comme l'acide clavulanique ou le tazobactam. Comment fonctionne ce leurre? Ces inhibiteurs, ce sont des molécules kamikazes. Leur structure chimique ressemble à celle de l'antibiotique. La bêta-lactamase de la bactérie se jette dessus en pensant attaquer sa vraie cible. Mais elle se fait piéger. Elle se sacrifie. Voilà. L'inhibiteur se lie à l'enzyme et la neutralise. Et pendant que toutes les enzymes de défense sont occupées à attaquer les leurs, le vrai antibiotique, lui, a le champ libre pour aller détruire la paroi de la bactérie. C'est donc de là que viennent ces associations si connues comme l'amoxicilline acide clavulanique. Exactement. Ou la pipéracilline tazobactam. C'est une stratégie qui a permis de ressusciter des antibiotiques très précieux. On restaure leur activité contre des bactéries qui avaient appris à leur résister. On a redonné une seconde vie à des vieilles molécules. En synthèse, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que derrière le simple mot bêta-lactamine, il y a une saga scientifique et médicale incroyable. D'une découverte presque accidentelle, la chimie a bâti un arsenal qui n'a cessé d'évoluer, de se diversifier pour répondre à un seul défi: l'extraordinaire capacité d'adaptation des bactéries. C'est vraiment ça, une dynamique de course-poursuite. Chaque nouvelle molécule, chaque nouvelle génération, chaque association avec un inhibiteur est une réponse directe à l'émergence d'un nouveau mécanisme de résistance. Ce n'est pas un progrès linéaire, c'est un dialogue constant, une partie d'échec qui se joue à l'échelle moléculaire depuis près d'un siècle. Les documents qu'on a parcourus décrivent une course aux armements fascinante entre l'ingéniosité humaine et la biologie évolutive. On développe des clés plus complexes, on leur rajoute des boucliers, pendant que les serrures se reconfigurent en permanence. La question qui reste en suspens, c'est: cette course a-t-elle une fin? Et si nous approchions des limites de ce qu'on peut inventer autour de cette structure bêta-lactame? Quelle sera la prochaine révolution, la prochaine famille de clés?